Bonjour Stéphane, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Stéphane, tu es député communiste de Seine-Saint-Denis. Alors justement, la Seine-Saint-Denis, c'est le département qui est le plus touché par le Covid-19 et c'est toujours le moins vacciné. Comment est-ce que tu expliques cette situation? Bon, il y a plusieurs raisons. Bon, la première, c'est que je pense que notre département, bon, on connaît les raisons par lesquelles il est le plus touché, hein. La densité urbaine, la promiscuité de l'habitat, le fait qu'on ait beaucoup de personnes qui travaillent dans les métiers essentiels, la désertification médicale. Il y a 30% des habitants de la Seine-Saint-Denis qui n'ont pas de médecin traitant, par exemple, pour donner un chiffre qui illustre la désertification médicale. Et puis aussi des maladies liées à la pauvreté, de l'obésité, du diabète, enfin, toutes sortes de maladies qui touchent plus les couches populaires que le reste de la population. Donc on voit bien que le Covid, c'est une pandémie mondiale qui touche tout le monde, hein, avec des conséquences graves pour les tranches d'âge les plus élevées, mais c'est aussi une pandémie qui est très inégale sur le plan social et qui, on le voit bien en Seine-Saint-Denis, première vague, nous sommes le département qui a le taux d'augmentation de la mortalité le plus élevé. Deuxième vague, nous sommes en haut de l'épidémie. Troisième vague, nous sommes toujours en haut de l'épidémie, bien qu'étant paradoxalement, si on peut dire, le département le plus jeune de France. Donc, la réalité du Covid dans ce pays, si on le regarde froidement, j'ai envie de dire, c'est dans le département le plus jeune de France que le Covid fait le plus de dégâts humains pour une maladie dont on dit qu'elle touche surtout les personnes les plus âgées. Donc, on voit bien qu'elle est très inégale sur le plan social. Ensuite, sur la vaccination, on a d'abord été victime d'abord de la difficulté de l'État à s'organiser, à planifier, à assurer une logistique. On le sait, ça a été dit et répété, ils ont confié l'essentiel de cette grande politique de santé publique à des cabinets privés. Et sur la vaccination, ils ont donné les clés à Doctolib. Ça pose un problème de principe déjà en soi, parce qu'on transfère à Doctolib des données de santé. Et Doctolib s'étant lui-même associé avec Amazon pour la gestion de la politique de vaccination. Donc, il y a déjà un sujet sur le transfert des données, qui sont des données de santé qui, en principe, sont confidentielles. Mais au-delà de ça, c'est que ces plateformes privées ne sont pas capables de développer une politique publique. Elles sont très performantes pour faire de la gestion de rendez-vous à l'aveugle, mais on ne fait pas une politique de santé publique à l'aveugle et on ne fait pas une politique de vaccination à l'aveugle. Ce qui fait que, par exemple, dans des centres de vaccination de la Seine-Saint-Denis, on a pu voir beaucoup de personnes extérieures au département venir se faire vacciner. Alors, il ne s'agit pas d'essayer de prôner une espèce de préférence départementale, c'est pas qui serait le pendant local d'une préférence nationale. Le sujet, c'est juste que dans l'organisation de la vaccination en France, on a réparti les doses de vaccins par département en fonction de la population de chacun de ces départements et des populations cibles. Donc, bien évidemment, si les doses qui sont réparties par département en fonction de la population ne sont pas injectées aux populations concernées, ben, il en résulte un déficit et c'est ce que la Seine-Saint-Denis a vécu au début de la campagne de vaccination. Est-ce que tu penses que le vaccinodrome du Stade de France, c'est une partie de la solution pour la Seine-Saint-Denis ou c'est juste une partie d'un plan de communication, d'un énième plan de communication du gouvernement? Ouais, il y a un peu les deux, mais moi, je ne m'oppose pas au… D'ailleurs, pour la petite histoire, je vais y aller cet après-midi me faire vacciner au vaccinodrome, puisque mon tour est venu. Bon, voilà. Mais non, je m'y oppose pas. Moi, ma préoccupation, j'ai multiplié les propositions sans être encore entendu pour l'instant. Pas tout seul d'ailleurs, j'ai fait un courrier avec Éric Coquerel sur le vaccinodrome.
J'ai fait des démarches conjointes aussi avec Stéphane Troussel et Mathieu Hanotin, le président du département, le maire de Saint-Denis. Enfin, on essaye de... Il faut qu'on obtienne de ce gouvernement un regard sur le département qui soit différent sur la politique de vaccination. Pour être efficace en Seine-Saint-Denis et pour freiner la circulation du virus, il faut dépasser les limites d'âge qui sont celles de la politique vaccinale aujourd'hui. Il faut que les métiers les plus exposés puissent avoir accès au vaccin. On a parlé des personnels des écoles, les enseignants, les ASEM, les personnels de crèche, mais aussi les policiers, les pompiers, les gens qui travaillent dans les supermarchés, dans les magasins, dans les commerces qui sont encore ouverts et qui sont au contact du public. Enfin, bref, toute cette population qui, confinement ou pas confinement, mesure de restriction ou pas mesure de restriction, vont tous les matins prendre un métro, un RER pour aller travailler et qui s'exposent plus que d'autres. Puisque le télétravail, c'est une notion très peu usitée par la population du département. Donc, nous, ce que nous proposons au gouvernement, c'est qu'il faut, il faut ouvrir les limites d'âge. 2, il faut ouvrir le vaccin aux professionnels les plus exposés. 3, il faut une politique qui soit, pour prendre une image, je pense qu'en Seine-Saint-Denis, il faut débrancher Doctolib. Il faut remettre en place une politique adossée à la caisse primaire d'assurance maladie, c'est-à-dire à la sécurité sociale, comme ils savent le faire pour le vaccin pour la grippe, c'est-à-dire pour aller chercher les gens. D'ailleurs, suite à nos suggestions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a adressé des courriers sur la base de ces fichiers sanitaires à toutes les personnes de plus de 70 ans qui n'avaient pas été vaccinées, et c'est très efficace, parce qu'il y a plein de gens qui ont reçu des lettres de la sécurité sociale et qui n'étaient pas au courant qu'ils avaient le droit au vaccin, que c'était assez simple de prendre un rendez-vous, qu'on pouvait aller les chercher s'ils ne pouvaient pas se déplacer, etc., etc. Donc, il faut aller vers les gens et avoir une politique qui soit une politique empathique, inclusive, et puis qui cherche l'efficacité. Parce que ce serait quand même paradoxal qu'après avoir constaté la fracture sociale dans l'épidémie du Covid, on rajoute à cette fracture sociale la fracture sociale sur la politique vaccinale. Ben, en fait, c'est exactement ce que disaient. Il y a 3 médecins généralistes dans une tribune au Monde le 16 février dernier qui disaient qu'une majorité des bénéficiaires du vaccin étaient issus justement des classes les plus aisées et ne représentaient pas la population la plus vulnérable. Est-ce que toi, tu dirais que c'est encore le cas aujourd'hui? Et est-ce que c'est qu'une question territoriale, ou est-ce qu'il y a aussi une question de, en fait, les catégories populaires sont peut-être moins susceptibles en fait d'aller vers les centres de vaccination, d'aller sur Doctolib ou que sais-je? D'abord, la prise de rendez-vous sur Doctolib, elle est difficile. Il y a l'accès aussi à l'information. Il y a la rupture numérique. Et puis, vous savez, malheureusement, il y a beaucoup de gens, notamment parmi les personnes âgées, qui n'ont plus l'habitude de soigner parce qu'ils n'ont plus de médecin traitant ou parce que celui qu'ils avaient est parti et n'a pas été remplacé. Et donc, le suivi médical, l'attention à sa santé est quelque chose qui est parfois plus difficile. Mais vous savez, si je prends uniquement la tranche d'âge des plus de 75 ans, qui est la première cible du vaccin. J'ai eu une petite passe d'armes avec le préfet, mais on a fini au moins par se mettre d'accord sur les chiffres. À la date de vendredi dernier, nous sommes jeudi, à la date de vendredi dernier, vous aviez 62% des Français de plus de 75 ans qui avaient été vaccinés. Et il y avait 49% des plus de 75 ans de la Seine-Saint-Denis qui avaient été vaccinés. Donc on voit bien que même si on regarde les choses sur les tranches d'âge pour lesquelles le vaccin est ouvert, enfin, la politique de vaccination est ouverte, le différentiel qui existe entre la Seine-Saint-Denis et les autres départements de France. Donc pour cela, nous, on propose, il faut des centres de vaccination de proximité partout. C'est anormal que le maire de Stein, qui, par exemple, qui est une ville de 40 000 habitants, c'est pas rien,
qui a tout, qui est prêt, ou le maire d'Épinay, pour prendre une ville de gauche et une ville de droite, le maire d'Épinay qui a 50 000 habitants, qui est prêt, n'est pas son centre de vaccination de proximité. Bon, il n'y a pas une ville en région de 40 000 habitants qui n'a pas son centre de vaccination. Mais ce qu'on n'accepterait pas ailleurs sur le territoire national, on le subit, on essaye de le faire accepter en Seine-Saint-Denis. Alors, il y a aussi le problème de la défiance vis-à-vis des vaccins, notamment vis-à-vis du vaccin AstraZeneca, mais aussi on le voit de plus en plus vis-à-vis du Moderna. Je regardais, il y a encore, par exemple, pour le vaccin Moderna, des places de libre, justement, au vaccinodrome du Stade de France. Comment tu analyses cette défiance? C'est quoi ta grille de lecture? Sur AstraZeneca, bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que celui qui a instillé le doute le premier, c'est le président de la République. Hein. Et donc, à partir de là, quand vous êtes sur des questions de santé, si au plus haut niveau de l'État, il y a un doute émis par le président de la République, il s'ensuit toute une série de... Bon, et puis, il y a eu une succession de médiatisation, de mon point de vue, maladroite. Bon, après, qui fait que, bon, bah, il y a un doute qui s'est... c'est d'ailleurs dommage parce que... mais en même temps, c'est symptomatique de la façon dont ce gouvernement juge les Français ou apprécie les Français. Le gouvernement était persuadé que les Français seraient majoritairement réticents à la vaccination. Alors que très vite, il a été perçu, le vaccin, comme notre planche de salut face à cette pandémie, et que très majoritairement, les Français, il reste des gens hostiles ou des gens qui complotent sur la vaccination, bien sûr, mais majoritairement, les Français veulent aller vacciner. Donc, en fait, ce gouvernement se trompe souvent sur l'analyse qu'ils font des Français. Après, sur Moderna et Pfizer, moi, j'ai pris mon rendez-vous pour le Stade de France. Quand vous prenez votre rendez-vous pour la vaccination, on vous demande 2 ou 3 informations sur votre situation personnelle, votre âge, etc. Et après, on vous demande de choisir le vaccin. Donc, vous allez cocher une case Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Bon, forcément, les gens, ils vont vers celui qui soit est le plus connu, et c'est Pfizer, ou celui pour lequel la communication est la meilleure. Mais moi, j'ai un peu un doute sur le fait qu'on puisse ouvrir des centres de vaccination où on choisit son vaccin comme au bar, on choisit sa bière, quoi. En fait, moi, la question que je te posais, c'était aussi, est-ce qu'on peut avoir une lecture de classe, en fait, de cette défiance vis-à-vis du vaccin? Parce que je regardais des chiffres, par exemple, chez les soignants. Il y a une étude, en fait, qui a dit que, en gros, tu as 82,4% des médecins qui avaient l'intention de se faire vacciner. Chez les sages-femmes, ça tombe à 67%. Chez les infirmiers, c'est plus que 47%. Et chez les aides-soignants, c'est plus que 30% des aides-soignants qui ont l'intention de se faire vacciner. Donc, du coup, est-ce que tu penses qu'on peut avoir une lecture de classe de cette défiance ou pas du tout? Oui, mais en fait, j'inverserai la donne que tu viens d'indiquer. C'est moi ce que l'on m'a rapporté sur la situation dans certains hôpitaux et certaines cliniques, c'est que plus on montait dans la hiérarchie de l'hôpital, chef de service, médecin, ils se faisaient vacciner au Pfizer, et plus on descendait dans la hiérarchie de l'hôpital, plus on proposait l'AstraZeneca. Comment voulez-vous que les gens n'aient pas un doute? Moi, je crois en politique comme dans les métiers, comme à l'entreprise ou à l'hôpital ou dans la fonction publique, je crois à l'exemplarité. La logique aurait voulu que ce soit l'inverse. C'est-à-dire que si on sent qu'il peut y avoir un doute sur tel ou tel vaccin, plus on est en haut de la hiérarchie, plus on montre l'exemple. Hier, Emmanuel Macron rappelait dans un tweet que la santé devait être un bien public mondial. Est-ce que tu considères qu'il se fout de notre gueule ou il a une définition de bien public mondial que personne ne comprend? Non, mais le problème, c'est qu'Emmanuel Macron il est capable de faire
les plus belles phrases du monde. Hein. Il nous a même parlé au début de la pandémie des jours heureux. Bon, bon on a, en politique, comme dans beaucoup de domaines, c'est toujours mieux de juger aux actes. Hein. Or, le seul acte sur le sujet qui existe, c'est le vote négatif de la France à l'OMS contre la proposition de l'Afrique du Sud et de l'Inde de faire tomber les brevets des vaccins. Bon. Donc ça, c'est un acte qui dit exactement le contraire des propos d'Emmanuel Macron. Et je pense en plus qu'un pays comme la France, sur un sujet comme celui-là, aurait pu avoir une force d'entraînement pour les autres pays européens, et même éventuellement pour les États-Unis, très forte. Et elle a laissé l'Afrique du Sud, l'Inde et en gros les pays en voie de développement se débrouiller tout seuls. Elle leur a tourné le dos. Donc la politique de la France sur le sujet est une politique extrêmement libérale. On aurait pu aussi en Europe, à l'échelle de l'Europe, exiger, plutôt que de mettre toute la politique vaccinale du continent européen dans la main des big pharma, être totalement dépendant de leur rythme de production, de leur bon vouloir, on aurait pu déjà appliquer à l'échelle européenne le rachat des brevets, des licences. Il s'agissait d'ailleurs de spolier personne, mais juste de reprendre la main publique sur une politique de santé publique. Alors, tu l'as dit, Emmanuel Macron mène une politique ultra néolibérale. On est en pleine crise économique, en pleine crise sociale, en pleine crise écologique, pardon. Et en début de semaine, un sondage de l'IFOP montrait que c'était pourtant le Rassemblement national qui était en tête des intentions de vote pour les 25-35 ans et que c'était Emmanuel Macron qui était en tête pour les primo-votants, les 18-25 ans. Du coup, la gauche n'est nulle part chez les jeunes, elle n'est pas en tête des intentions de vote chez les jeunes, alors qu'on aurait pu se dire que vu la crise qu'on traverse, les réponses de la gauche auraient pu être tentantes, intéressantes pour cette jeunesse. Qu'est-ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne marche pas en fait dans les propositions que peuvent faire la gauche et les écologistes? D'abord, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, mais je pense d'abord en premier lieu, ce qui ne marche pas, ce qui ne permet pas de franchir le mur du son, c'est de ne pas avoir de parole commune. Un minimum. On peut être extrêmement divers et on restera extrêmement divers en raison de nos origines, nos cultures. Enfin, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui, au regard de la situation politique dans notre pays, de l'échec de plus en plus patent de toutes les politiques libérales qui ont été menées, disons, pour faire vite, depuis le début des années 90, et du danger nationaliste et raciste que représente le Front National, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas se mettre d'accord pour avoir au moins un socle commun à proposer au pays. Ça n'enlèvera rien au fait qu'on puisse conserver des désaccords, des divergences sur toute une série de sujets. Mais je ne crois pas qu'on ne puisse pas bâtir pour un quinquennat des propositions qui permettent de commencer à inverser le cours des choses. Je pense que sur la question de la place et du rôle des services publics, sur la place et le rôle des biens communs, sur l'encadrement du marché sur un certain nombre d'activités humaines, de façon à pouvoir se mettre véritablement sur les rails de la transition écologique et de la justice sociale. Je pense que sur la question de la fiscalité, je ne vais pas toutes les énumérer, mais je pense qu'il y a au moins une dizaine de sujets majeurs qui permettraient de faire un programme pour un quinquennat qui commence à inverser les logiques en cours, sur lequel on puisse se mettre d'accord. Par ailleurs, la vie de nos idées respectives continue de prospérer et d'échanger. Mais je crois que ce n'est pas encore trop tard pour 2022. Je pense qu'on peut y arriver. Moi, je trouve intéressant la proposition
de Yannick Jadot, enfin, et de certains autres. Faut y aller. De réunir les gens autour de la table. Sur les arrière-pensées des uns et des autres, on n'est pas des perdreaux de l'année. On sait tous que derrière tout ça, il y a des ambitions, mais j'ai envie de dire, et alors ça pèse quoi, les petits calculs personnels ou partisans des uns ou des autres par rapport à l'état désastreux de l'opinion publique actuellement dans le pays. Le sondage de l'IFOP est quand même une grande... Enfin, doit nous mobiliser tous, nous inquiéter. Ce n'est pas possible que dans le débat politique aujourd'hui soit dominé uniquement par le duel Macron-Le Pen, qui finalement sont les deux revers d'une même médaille. C'est à ça, et ce sera ma dernière question, c'est à ça que doit servir le PCF dans ce moment, à créer un environnement favorable à la réunion de la gauche, parce que ce n'est pas vraiment le chemin qu'il est en train de prendre, si je puis me permettre. En tout cas, il y a un débat. Bon, moi, je fais partie des parlementaires communistes et qui ont exprimé dans un texte, et on le fera encore ce week-end dans une conférence nationale, qui ont exprimé dans un texte le fait que pour nous, le rôle majeur du Parti communiste actuellement dans la période, c'est de mettre son expérience, sa force au service d'un rassemblement de la gauche et des écologistes pour 2022. C'est, à mon avis, je ne vois pas de plus grande utilité à la gauche et à l'avenir du Parti communiste. Il aura un avenir que s'il est utile, et s'il veut être utile dans la période, c'est en étant un facteur de rassemblement. Merci beaucoup, Stéphane.